Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Manuela à Fiji. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce grand entretien consacré à un peuple qui n'est quasiment plus mentionné dans les manuels scolaires, peu étudié à l'université et pourtant, ces artefacts peuplent nombre de prestigieux musées, ses nécropoles sont parmi les mieux conservées, son histoire s'étend sur presque un millénaire et sans ce peuple, Rome n'aurait peut-être pas été ce qu'elle fut. Je parle des Étrusques, peuple de la péninsule italienne, voisins et inspirateurs des Romains qui finirent par l'assujettir et l'absorber au 1er siècle avant notre ère. Bonjour Marie-Laurent Sac. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir au micro de Storia Voce. Vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université de Picardie Jules Verne. Vous êtes étruscologue et vous venez de publier À la découverte des Étrusques aux éditions de la Découverte. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire maintenant, sans plus attendre. Mais avant, comment expliquer que votre champ d'étude soit à ce point si peu connu? Comment expliquer finalement que ce peuple étrusque soit si peu étudié aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'identification en France aux Étrusques. On étudie les Gaulois en France, dans les écoles, dès le CM1, et puis ensuite en 6e, en seconde. Mais pour les Étrusques, on n'a pas l'idée qu'ils peuvent être aussi des ancêtres communs à nous tous. Et donc, pour cette raison, les Étrusques ont été petit à petit rejetés des manuels scolaires et puis évidemment de l'université. Alors, pourtant, ils exercent une réelle fascination, en partie à cause des zones d'ombre qui les entourent. Est-ce que vous parleriez d'une énigme étrusque ? Alors, énigme, le terme me gêne un petit peu. Vous utilisez un synonyme du mot mystère, qui a été aussi beaucoup utilisé à propos des Étrusques. Mystère, énigme, ce sont deux mots qui permettent de donner au peuple étrusque un petit côté ésotérique, qui me gêne en tant qu'historienne, en tant que scientifique. Moi, j'essaie de rationaliser le plus possible, et j'essaie de comprendre ce peuple. Et donc, si on parle déjà d'énigme ou de mystère, on ajoute un halo d'obscurité qui n'aide pas à comprendre. Remontons, si vous le voulez bien, aux origines de ce peuple. Déjà, est-ce qu'il est possible de les établir, ces origines? Est-ce que les historiens s'accordent sur ce point aujourd'hui? Alors, les historiens ne se sont jamais accordés sur ce point. Dès l'Antiquité, il y a eu des désaccords sur l'origine des Étrusques. Dans l'Antiquité, on avait, si je résume et si je caricature un petit peu, on avait deux grandes thèses. On avait la thèse de l'historien grec Hérodote, le plus grand historien, le premier historien, qui disait, lui, que les Étrusques venaient d'Asie mineure, plus précisément de Lydie, cette région qui est au sud-ouest de la Turquie. Et pour lui, à une antiquité qui remonte très loin, déjà, les Lydiens seraient partis de Lydie pour des raisons économiques, parce qu'ils mouraient de faim dans leur région d'origine, et ils auraient erré en Méditerranée jusqu'à trouver en Italie une côte qui les aurait hébergés, une côte favorable pour eux. Ça, c'est la thèse d'Hérodote. Mais dès l'Antiquité, d'autres n'étaient absolument pas d'accord avec Hérodote. C'est le cas de Denis d'Halicarnasse. Et Denis d'Halicarnasse, l'historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, lui proposait une autre thèse. Pour lui, et pour Denis d'Halicarnasse, et pour d'autres historiens qui ont repris ensuite cette thèse, les Étrusques auraient pour origine l'Italie même, ce seraient des autochtones. Alors, derrière ces différences, il faut regarder exactement les motivations. Ce qui motive, ce qui justifie la thèse de Denis d'Halicarnasse, c'est qu'il veut faire des Romains un peuple voisin des Grecs. Et pour lui, les Romains sont des Grecs. Et donc, forcément, les Étrusques, ennemis des Romains, sont des étrangers, si je puis dire.
de son point de vue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des Grecs, et donc ce sont des gens d'Italie. Et donc voilà les deux grandes thèses qui ont opposé les historiens de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui encore, et on essaie toujours, certains essaient de deviner quelle est l'origine des Étrusques. Aujourd'hui, on a d'autres outils que les textes, que la mythologie, on essaie de trouver l'origine des Étrusques grâce à l'ADN, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas convaincants puisqu'on arrive à partir d'analyses ADN à prouver l'un ou l'autre. C'est-à-dire ou que les Étrusques sont des Toscans, donc des autochtones, ou que finalement ce sont des Turcs. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que les Étrusques ont une origine plutôt qu'une autre. Et je dirais même que le problème de l'origine me semble mal posé. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment se poser la question de l'origine d'un peuple ? Est-ce que on pose la question de l'origine des Français ? Non, on sait bien que les Français ont des origines différentes et qu'un peuple, c'est une identité ou une adhésion à des valeurs communes à un moment donné. Pour les Étrusques, c'est la même chose. On ne peut pas définir les Étrusques d'une façon, j'allais dire au début de leur existence, c'est-à-dire vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, et un Étrusque du 1er siècle avant Jésus-Christ sera complètement différent. Donc se poser la question des origines n'est pas forcément une bonne question. Alors l'Italie est habitée par plusieurs peuples, les Étrusques finalement n'en sont qu'un parmi d'autres. Justement, en quoi se distinguent-ils de leurs voisins ? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent donner justement aux Étrusques une identité particulière au sein de cette Italie pré-romaine où on trouve, et vous l'avez pas dit, mais tellement de peuples. On a les Vestins, on a les Samnites, on a les Vénètes, on a les Osques, et je pourrais continuer longtemps la liste. Mais donc, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui différencie les Étrusques des autres peuples qui sont voisins et qui ont vécu au même moment ? Alors, il y a d'abord une langue qui est particulière, qui est la langue étrusque, qui n'est pas une langue indo-européenne, contrairement à la langue des voisins des Étrusques, comme les Osques, par exemple. Il y a aussi la façon dont ils se nomment, c'est-à-dire que les Étrusques eux-mêmes ont eu conscience d'être différents des autres peuples, et on sait que les Étrusques s'appelaient Rasna ou Racena, et les autres peuples, même grecs et romains, les ont nommés par une appellation particulière, c'est-à-dire que c'était Touski, les Toscans ou les Étrusques, si vous voulez, pour les Romains, et pour les Grecs, c'était Turénoi. Donc les voisins avaient bien conscience d'une différence. Et puis il y a des traits aussi qui tiennent à la société, c'est-à-dire que la place de la femme est un peu particulière chez les Étrusques, et ce n'est pas une place qu'accordaient aux femmes, par exemple, les Grecs et les Romains. Et puis on a des éléments de culture matérielle, on a l'utilisation, par exemple, du bouquero pour les vases. C'est un type de vase noir qui est particulier aux Étrusques. Donc on a une série d'éléments finalement qui nous permettent d'identifier les Étrusques et de les différencier de leurs voisins. Alors quand on parle d'Étrurie, de quoi parle-t-on exactement en termes de territoire ? Alors, il faut, oui, en effet, faire, un distinguo là dès le début. Ce qu'on appelle Étrurie, c'est pas la Toscane, comme on le dit souvent. Alors, c'est certes l'Italie centrale, mais la zone qu'occupaient les Étrusques va plus loin, c'était que cette Toscane, je vais dire italienne, oui, la Toscane d'aujourd'hui. Alors, j'allais dire que le foyer de l'Étrurie, entre l'Arno, ce fleuve qui passe à Florence, et le Tibre, qui passe à Rome. Mais, alors, il y a un mais, c'est que les Étrusques ont essaimé au nord et au sud. Ils ont installé des colonies ou des comptoirs où elles se sont étendues jusqu'en Campanie, c'est-à-dire la région de Naples. Et ils sont allés aussi plus au nord, au nord-est de l'Italie, dans la plaine padane. Et là, on sait qu'ils ont fondé des villes. Donc, on peut parler d'un territoire des Étrusques qui va bien au-delà de la Toscane. Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'une logique d'expansion ? Alors, le terme logique me gêne un petit peu. D'une expansion des Étrusques, oui, qui n'est pas... Alors, il n'y a pas de logique derrière, c'est-à-dire que ça n'a pas été décidé, raisonné, il n'y a rien... Pas stratégique.
Ce n'est pas stratégique. Il y a des alliances commerciales, il y a des alliances politiques, il y a la recherche de terres fertiles, il y a la recherche, de clientèle aussi commerciale, qui explique cette expansion. Alors, à la fois en Italie, mais il y a un point dont j'ai pas parlé, c'est-à-dire que les Étrusques vont aussi au-delà de l'Italie. Ils vont jusqu'aux côtes de la Gaule, ils vont jusqu'en Espagne, ils vont jusqu'en Tunisie. On les retrouve un petit peu partout au bord de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut situer l'âge d'or de ce peuple étrusque ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins clairement, quand on parle d'Étrusques, on parle d'un peuple qui a vécu entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, on peut dire qu'il y a une période florissante au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est la période d'expansion maximale des Étrusques, où je dirais que les Étrusques dominent le commerce en Méditerranée, surtout en Méditerranée occidentale. Et donc, de ce point de vue, on peut parler d'une période archaïque, 6e, 5e siècle, qui est la période florissante pour les Étrusques. De quel type de civilisation s'agit-il ? Et d'ailleurs, sur ce point, est-ce qu'on peut parler de civilisation, Marie-Laurence ? Alors, je suis toujours très embarrassée quand on parle de civilisation parce que, même si je dois dire que le terme est employé dans les programmes et dans les fiches chez Duscol, que doivent bien connaître les professeurs d'histoire qui nous écoutent, je suis très gênée quand je vois le terme civilisation parce que ça veut dire que certains peuples n'ont pas de civilisation. Donc, tout est le problème, c'est la définition de civilisation. Donc, moi, je préfère laisser ce terme de côté-là et ne pas établir de hiérarchie de valeurs. Donc, à propos des Étrusques, je préfère parler de peuple étrusque plutôt que de civilisation. Que sait-on de leur organisation politique ? Alors, c'est difficile de parler d'une organisation politique parce que, comme je vous l'ai dit, la chronologie est large. Entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a eu différents régimes politiques chez les Étrusques. Puis, il y a une seconde difficulté qui est la diversité des Étrusques. On parle souvent, d'ailleurs, de dodécapole étrusque. C'est ce qu'on trouve dans les textes latins, c'est-à-dire que les Étrusques ont eu 12 grandes cités et chaque cité pouvait avoir un régime politique différent. Il n'y a pas d'union politique des Étrusques, où il n'y a pas un régime politique étrusque dominant, même si, selon les époques, on peut repérer, des grands traits. Alors, ce qui peut caractériser d'un point de vue politique les Étrusques, c'est la monarchie. Le mot, d'ailleurs, étrusque est souvent associé au mot de monarchie. On parle de monarchie étrusque pour la ville de Rome. Et en effet, on sait par les textes qu'il y a eu des rois étrusques dans plusieurs cités, Chiusi par exemple, mais on pourrait parler d'autres cités, Cerveteri également. On a des noms de rois étrusques. Et puis surtout, ce qui caractérise les Étrusques, ce sont les insignes du pouvoir que leur ont repris les Romains, c'est-à-dire le trône. Et on a retrouvé des trônes. Il y a eu des trônes étrusques qui ont été offerts notamment au sanctuaire d'Olympie. Et on a retrouvé dans certains sites étrusques des trônes, notamment un trône de bois. Alors, on sait qu'ils ont donné aussi aux Romains comme un signe du pouvoir les faisceaux de licteurs. Il y a le siège curule. Donc, on a toute une série comme ça d'insignes du pouvoir. Et donc, les Étrusques étaient manifestement attachés à cette ostentation du pouvoir, et surtout lorsque ce pouvoir était monarchique. Alors, organisation politique, organisation de la société, est-ce qu'on parvient à dégager des lignes plus ou moins ? Comment est-ce que cette société étrusque, bien que diverse, bien que plurielle, s'organise ? Alors, il semble y avoir eu quelques traits communs aux Étrusques. Alors, d'abord, ce qui différencie aussi les Étrusques des peuples voisins, ce qui en fait la particularité, comme je le disais tout à l'heure, c'est une organisation de la société et une organisation de la famille autour du couple. Le couple étrusque homme-femme, un couple hétérosexuel, est très souvent représenté, et notamment sur les fresques qui ornent les tombes, celle de Tarquinia par exemple, celle de Cerveteri aussi. On a un homme, une femme représentés côte à côte, souvent sur des tables de banquet. Et puis on a également, et nos auditeurs doivent connaître, cette urne étrusque, ce sarcophage étrusque du musée du Louvre, le sarcophage des époux. On voit un mari et son épouse l'un à côté de l'autre sur un lit de banquet, et monsieur a le bras sur l'épaule de madame et il tient
je crois que c'est monsieur qui tient un flacon, qui tenait, puisqu'on l'a quasiment plus, on a juste le mouvement du bras, qui devait tenir un vase à parfum qui servait notamment lors des funérailles. Donc on a vraiment la place centrale du couple et de l'homme et de la femme, ce qui est un point particulier, puisque le couple n'est pas représenté de cette façon, ni chez les Romains, ni chez les Grecs. Je parle pour cette époque-là, l'époque contemporaine des Étrusques. Et puis, autre point qui est lié, c'est la place de la femme, qui est exceptionnelle pour le monde antique et dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Tout à fait. Il n'existe pas de littérature étrusque pour mieux saisir les contours de leur vie quotidienne. Alors, en effet, on n'a pas retrouvé des pans entiers de littérature étrusque. En revanche, on a quand même des petits bouts qui nous ont été conservés par les auteurs latins. Pourquoi ? Parce que il existait dans la littérature étrusque une littérature religieuse qui était importante, avec des livres consacrés à la divination, et les Romains qui voulaient absolument conserver ce qu'on appelle la pax deorum, c'est-à-dire de bonnes relations avec les dieux, étaient évidemment attirés par cette littérature étrusque et par cette divination étrusque, et donc ils ont gardé des pans de cette littérature, surtout ils les ont traduits, et donc on a des textes latins avec des morceaux de cette littérature étrusque divinatoire. Donc il y avait bien de littérature étrusque, le problème c'est qu'on a quasiment plus rien, puisque à part cette littérature religieuse, on sait qu'il existait des tragédies, des pièces de théâtre étrusques, mais on a un ou deux noms d'auteurs et des tout petits bouts, donc quasiment plus rien. Mais il existait une littérature étrusque. En revanche, vous, comme historienne, vous avez des inscriptions à votre disposition, des objets, des nécropoles aussi. Que nous apprennent ces vestiges archéologiques sur le mode de vie étrusque ? Alors, on a en effet la chance d'avoir à notre disposition quasiment 15 000 inscriptions étrusques. Alors, ce sont pour la plupart des inscriptions funéraires, qui présentent les défunts dont les restes étaient déposés dans ces nécropoles, dans ces tombes, où on a aussi quelques formulaires d'inscription de possession d'objets, c'est-à-dire j'appartiens à tel personnage. Alors, le problème, c'est que ces inscriptions dont nous disposons sont souvent très courtes. On a un nom de famille, on a un âge, quelquefois une fonction, des liens de parenté qui peuvent être indiqués, mais les informations même qu'elles nous donnent sont relativement concises. Alors, pour tout de même avoir une idée de ce qu'était la société étrusque, eh bien, on recoupe les informations tirées de ces inscriptions avec leur support, et puis le cadre même où elles se trouvaient, donc c'est-à-dire la tombe, la nécropole, et en recoupant les informations, on arrive à avoir justement une idée partielle de ce que pouvait être la société étrusque. Est-ce que vous parleriez d'un peuple raffiné, d'un peuple sophistiqué ? Alors, un peuple raffiné et sophistiqué, alors je suis encore embarrassée, je suis désolée, parce que ça voudrait dire qu'il y a des peuples qui ne sont pas raffinés, qui ne sont pas sophistiqués. Sur quels critères est-ce que vous pouvez dire qu'une société est raffinée ? Mais c'est vraiment une question difficile. Alors, ce que je peux dire, c'est que les Étrusques étaient attachés à donner d'eux une image d'un peuple qui profitait des plaisirs de la vie. Hédoniste. Voilà, hédoniste, oui, si vous voulez. Alors en même temps, c'est une traduction, l'idée que nous avons de cette vie-là. Est-ce que les enjeux, ce que les Étrusques mettaient derrière ces images-là étaient pas différents ? Je m'explique. Comme je le disais, sur les fresques funéraires, on a des images finalement de banquets. On a des gens qui sont en train de manger et qui apparemment profitent des plaisirs de la vie. Mais j'allais dire, c'est un peu comme les tableaux hollandais du XVIIe siècle. Est-ce que finalement, ce que les Étrusques ne voulaient pas montrer, c'était la richesse dont ils disposaient ? Est-ce que les enjeux sont pas plutôt économiques ? Vous voyez ? Est-ce que c'est vraiment le plaisir de la vie qu'ils voulaient souligner, ou ce qu'ils avaient pu acquérir comme butin, par exemple, à la guerre. C'est une des questions qu'on peut se poser, mais je refuse pas non plus l'interprétation hédoniste des Étrusques. Mais je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. L'art étrusque nous apprend également plusieurs choses, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur le statut plutôt original des femmes à l'époque. Qu'est-ce qu'on parle d'espace de liberté exceptionnel. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
Alors, espace de liberté, oui et non. Alors, ce qu'on sait, puisqu'il faut partir des informations qu'on peut tirer de l'archéologie. Alors, ce qu'on sait, d'abord, c'est que les femmes avaient un prénom. Ce qui est une chose exceptionnelle dans l'Antiquité, puisque les Grecs ni les Romaines n'avaient de prénom, ce qui veut dire que les femmes avaient un statut juridique à part entière. On sait aussi qu'elles gardaient leur propre nom de famille, c'est-à-dire le nom de leur père, et qu'elles ne prenaient pas le nom de leur mari. Ce qui aussi va dans le sens, comme vous dites, d'un espace de liberté. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles sont représentées, j'allais dire à égalité avec leur mari. Enfin, sur le lit de banquet, elles sont à égalité avec leur mari. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, quand vous parliez de société peut-être hédoniste, eh bien, c'est un des points qui peuvent peut-être permettre de le dire, c'est qu'il y a des gestes d'affection entre époux et épouse. Monsieur, par exemple, met, comme je disais, le bras sur l'épaule de madame, qui elle aussi peut faire la même chose. On a, semble-t-il, des gestes de séduction avec ou la femme ou l'homme qui caresse le menton de l'autre. Et puis, on a une urne de Pérouse qui est exceptionnelle, où on voit un homme et une femme, un mari, une épouse, en train de s'embrasser sur la bouche. Ce qui est un geste d'affection, de tendresse, qui est tout de même exceptionnel et qui montre peut-être une forme de liberté ou de joie d'être ensemble, tout simplement. Alors, là, je présente un tableau presque idyllique de la situation. Il faudrait quand même nuancer. Les femmes, à notre connaissance pour l'instant, n'ont pas exercé de fonction politique. Elles n'allaient pas à la guerre, semble-t-il. Elles pouvaient exercer des charges religieuses. On a des inscriptions avec le mot atrenkou qui montrent qu'elles pouvaient être prêtresses. Alors peut-être prêtresses dans certains cas particuliers. On a même des groupes de prêtresses, c'est-à-dire qu'on a aussi des femmes qui ont été enterrées ensemble ou incinérées ensemble dans une même tombe. Voilà, on a aussi des formes de solidarité féminine. Et puis, autre point important, c'est que dans des inscriptions d'hommes, eh bien, on trouve la mention du nom de la mère. C'est-à-dire que monsieur dit je suis un tel, né de tel père et né de telle mère. Ce qui veut dire, c'est quand même déjà intéressant que le nom de la mère soit mentionné. Dans un monde antique qui est patriarcal, la mention du nom de la mère est déjà un point intéressant. Est-ce qu'on peut dégager des raisons à ces libertés qui sont octroyées aux femmes ? Ou est-ce que c'est vraiment très difficile à établir ? Alors, je ne m'aventurerai pas pour l'instant à vous donner une raison précise à ce caractère un peu exceptionnel de la position, de la situation des femmes dans la société étrusque. J'allais dire, jusqu'au milieu du XXe siècle, certains ont dit que c'était le caractère oriental de l'origine des Étrusques qui expliquait la situation de la femme. On avait à l'époque une idée, quelques clichés sur la femme orientale, la liberté, le caractère lascif des femmes orientales. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Je pense pas que ce soit lié. De toute façon, je l'ai dit, le problème des origines est un faux problème. Il y a peut-être des raisons économiques plutôt à cette situation exceptionnelle des femmes, c'est-à-dire qu'on est avec l'Étrurie dans une région particulièrement fertile, particulièrement prospère. La prospérité est tirée de l'agriculture. On peut penser que quand un homme mentionne qu'il est né de tel père et de telle mère en donnant de la mère, c'est qu'il veut dire qu'il appartient à une famille maternelle puissante qui a des terres. Et il y a peut-être des raisons économiques à cette liberté de la femme, c'est-à-dire comme elle porte le nom de son père, eh bien peut-être qu'elle a une partie de la fortune paternelle. Et donc c'est un moyen de lui faire reconnaître une forme d'existence juridique, tout simplement peut-être parce qu'elle a des biens. Voilà, c'est une explication possible, mais qui n'exclut pas d'autres explications. Est-ce que cette latitude laissée aux femmes explique en partie, du moins, la causticité, le mépris même des récits grecs et romains sur les Étrusques ?
Oui, je pense que la liberté, ou une forme de liberté, il faut nuancer, une forme de liberté accordée par les Étrusques aux femmes explique les attaques répétées des auteurs grecs et romains à l'encontre des Étrusques. On est dans une Méditerranée où tous ces peuples sont concurrents pour des clients, c'est une question de commerce. Il y a une concurrence aussi sur le plan militaire. Et donc, il est facile de disqualifier un autre peuple en s'attaquant à sa société et puis surtout à ses femmes. Et c'est ainsi qu'on trouve chez Théopompe, dont les propos sont rapportés par Athénée dans les Deipnosophistes, un certain nombre d'attaques sur le caractère lascif, indécent, débauché des femmes étrusques qui se livrent, à des orgies sexuelles en plein banquet. En ce qui concerne les enfants, on ne sait même pas de qui ils sont, voilà. Mais je dois aussi ajouter, ce qui est dit moins fréquemment, que ces attaques concernent aussi les hommes, et on s'en prend à l'homosexualité des Étrusques, alors que les Grecs aussi, ont pratiqué l'homosexualité, et puis sûrement d'autres peuples. Donc voilà, les mœurs sont aussi un moyen de disqualifier un concurrent. Est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure de livres de divination, de collèges de prêtresses, etc. Est-ce que l'archéologie permet de comprendre peut-être plus en profondeur les croyances religieuses de ce peuple ? Est-ce qu'on a des éléments sur une éventuelle cosmogonie, leur vision du divin, leur vision de l'homme ? Alors, il y a plusieurs points, plusieurs éléments qui peuvent nous donner des informations sur la religion des Étrusques. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'une part la littérature, ou du moins ce qui reste de cette littérature divinatoire des Étrusques chez les auteurs de langue latine. Et on trouve qu'on a pas mal de choses. Comme j'ai dit, les Romains étaient très intéressés par la divination étrusque. Donc, on a beaucoup d'éléments. On sait que les Étrusques prédisaient l'avenir ou interprétaient l'état d'esprit des dieux à travers le foie des animaux sacrifiés. Ils considéraient en effet que le foie était gorgé de sang et donc était le siège de la vie. Et donc quand ils prenaient le foie d'un mouton sacrifié, quand ils regardaient l'apparence, la couleur, la forme, tout ce qui pouvait paraître anormal sur le foie de cet animal, eh bien, il prédisait le mécontentement ou les bonnes dispositions de tel ou tel dieu. Donc ça, c'est un point. Et puis, on a aussi la façon dont les Étrusques prédisaient ce qui allait se passer à partir de la foudre, là où frappait la foudre, comment elle frappait, à quel moment. Donc ça aussi, c'était un point intéressant. Et puis, il y a tout ce qui est prodige, tout ce qui paraît anormal, pardon. Donc, vous pouvez avoir les comètes qui passent, vous pouvez avoir les tempêtes, enfin plein d'autres éléments pouvaient permettre aux Étrusques, selon les Romains, d'interpréter les sentiments des dieux à leur égard. Alors ça, c'est un point, la littérature, c'est un point qui est vraiment qui nous donne beaucoup d'informations. Et puis, il y a évidemment l'archéologie, il y a les inscriptions, il y a les mobiliers des tombes, et puis surtout les scènes qui sont représentées à la fois sur ces vases, sur ces urnes, sur ces fresques. Alors, on a des noms de dieux. On arrive à reconstituer quels étaient les dieux importants et parfois quelles étaient leurs compétences. Alors ensuite, quelles étaient les attitudes et les dispositions des Étrusques à l'égard des dieux, c'est-à-dire le système de croyance, si vous voulez. Là, c'est beaucoup plus compliqué puisque, comme je disais, on a quand même peu de textes des Étrusques. Et là, on essaie, c'est par petits bouts et très progressivement qu'on arrive petit à petit à reconstituer comment les Étrusques se comportaient, ce qu'ils croyaient des dieux, mais c'est vraiment très difficile. Vous parliez de dieux avec leurs attributions. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns de ce panthéon étrusque ? Alors, je vais commencer par ce qu'il y a de plus facile, puisqu'on a des dieux étrusques dont les noms, au moins les noms, ont été repris au grec. Et qui ont souvent des attributions proches de celles des dieux grecs. Alors, je pense à Aplou, dont le nom vient d'Apollon, et qui semble avoir certaines des compétences de l'Apollon grec. Je pense à Minerva,
voilà, qui correspond à Minerve, hein. Et on a d'autres dieux comme ça. En revanche, il y en a d'autres qui sont typiquement étrusques et pour lesquels il est difficile parfois de trouver des équivalents grecs ou latins. Alors, on a par exemple un dieu qui s'appelle Fouflouns, qui semble être un peu l'équivalent de Dionysos, hein, dieu du vin, dieu de l'exaltation, voilà. Mais peut-être, l'équivalence n'est pas aussi simple. On a un dieu qui s'appelle Suti ou Shuti, qui est un dieu infernal, voilà, peut-être dieu de la mort, voilà. C'est difficile de trouver l'équivalent. Et puis on a une particularité chez les Étrusques, c'est qu'il y a des démons qui sont représentés sur les fresques funéraires. On a Tukulka, par exemple. Alors, on voit l'image, c'est-à-dire qu'on a l'image du démon, on a son nom, on sait qu'il s'occupe des enfers. Souvent, ils ont un maillet dans les mains. Ils sont plutôt, j'allais dire, laids à voir. Il y en a un qui a la peau verte entre le vert et le bleu. Bon, ensuite, comme je disais, quelles étaient les croyances des Étrusques, c'est beaucoup plus difficile de déterminer. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une richesse, d'une prospérité basée sur l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres ressorts de cette puissance étrusque ? Oui, alors un des grands ressorts de la puissance étrusque, c'est la métallurgie, hein, l'art de travailler le métal. Et ça, alors on a beaucoup d'informations sur le sujet et des informations d'ordre archéologique. Alors on sait que près d'une ville qui s'appelle Piombine aujourd'hui, hein, qui est sur la côte tyrrhénienne, il y avait des fours métallurgiques étrusques qui permettaient de travailler des magnétites ou des hématites que les Étrusques retiraient de l'île d'Elbe, qui transportaient jusqu'à la côte tyrrhénienne. Et là, dans ces fours, ils fondaient ces hématites ou ces magnétites. Ils en tiraient le fer et ensuite ils travaillaient le métal et réalisaient des alliages, et notamment en bronze. Et ils arrivaient à faire des objets qui étaient convoités dans toute la Méditerranée. Et c'était vraiment un élément de puissance des Étrusques. Et ces objets, notamment le bronze, mais d'autres types d'objets de métal, hein, ils pouvaient les échanger contre, par exemple, des vases grecs. Est-ce que la puissance étrusque aussi est liée à une certaine activité guerrière ? Oui, alors à la fois les guerres qu'ont menées les Étrusques contre d'autres peuples, hein, je pense à Syracuse, je pense aux Grecs, je pense aux Phéniciens, voilà, dans toute la Méditerranée, plutôt la Méditerranée occidentale, on peut dire oui que les Étrusques ont mené des guerres en Méditerranée, alors à la fois sur terre et sur mer d'ailleurs. Ils ont aussi servi de mercenaires. On a une inscription d'un Étrusque qui semble avoir combattu aux côtés des troupes d'Hannibal. Et on a d'ailleurs Deuxième guerre punique, donc. Oui, deuxième guerre punique, oui. Donc on sait que, j'allais dire, les qualités guerrières des Étrusques étaient convoitées à cette époque. Alors, selon les auteurs latins, 3 rois étrusques ont régné sur Rome: Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe, qui a ensuite été chassé avant l'instauration de la République. Est-ce qu'on a des preuves de cela ? Alors, comme vous l'avez dit, sont des éléments qui sont bien connus par les textes littéraires latins, puis par Denis d'Halicarnasse qui en parle également. Alors, ça ne pourrait, on pourrait parler de légende, mais il y a un mais, c'est que les Étrusques sont attestés archéologiquement à Rome. Alors, il y a des fouilles qui sont bien connues dans le centre de Rome, notamment le sanctuaire de Sant'Omobone, qui a permis de retrouver des temples étrusques, enfin construits à l'étrusque. On sait que le Capitole aussi, le temple de Jupiter capitolin, a une origine étrusque, et ça recoupe ce que nous disent les textes, et notamment l'activité d'un artisan étrusque qui s'appelle Vulca sur le Capitole. Et puis on a retrouvé des inscriptions étrusques à Rome. Donc il y a bien eu une occupation étrusque de Rome. Alors ensuite, les spécialistes ne sont pas d'accord sur la date de 509. Et puis alors il y a un autre élément que je dois ajouter, c'est qu'on a retrouvé dans la ville de Vulci, donc en territoire étrusque, une tombe qui montre
qui est la tombe François, du nom d'un archéologue italien avec un nom français. Mais alors, dans cette tombe, on a des fresques funéraires avec des affrontements, des duels d'hommes armés. Et un de ces hommes, enfin, un nom, enfin, ils ont tous d'ailleurs des noms, mais un de ces hommes est appelé Mastarna. Or, Mastarna, c'est un nom qu'on connaît bien parce que l'empereur Claude, qui a vécu au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, dans un discours, a mentionné le nom de Mastarna comme étant celui de Servius Tullius. Et donc, on a bien Servius Tullius qui est représenté là dans une tombe étrusque de Vulci. Et justement, en plus de ça, la scène est intéressante puisque ce sont des duels armés. On a peut-être là, dans cette tombe François de Vulci, j'allais dire les luttes qui se sont peut-être déroulées à propos de la conquête de Rome. Alors, avec l'expulsion de Tarquin le Superbe, commence véritablement la confrontation avec Rome, mais aussi avec les autres peuples latins. Alors, les autres peuples latins, j'allais dire les autres peuples de l'Italie pré-romaine, le problème, c'est que, j'allais dire, l'espace est trop petit en Italie pour autant de peuples et que les terres sont pas si nombreuses à être aussi fertiles que celles des Étrusques. Je pense notamment aux Samnites qui vivent dans ces montagnes et qui ont besoin de terres arables. Et donc, évidemment, la richesse étrusque a été convoitée, cette richesse agricole dont on parlait tout à l'heure. Alors, évidemment, l'histoire a retenu surtout le nom des Romains, mais d'autres peuples aussi ont rivalisé avec les Étrusques. Alors, pour ce qui est des Romains, oui, la conquête s'est effectuée de façon très, très progressive et de façon moins nette qu'on ne le dit très souvent, parce que souvent on oppose les Romains aux Étrusques comme si c'était deux peuples irréconciliables. Or, la réalité est bien différente. On sait qu'il y a eu des alliances entre certaines cités étrusques et les Romains. On sait aussi que les Romains ont été attirés par la civilisation, je reprends votre terme de tout à l'heure, mais par le niveau, j'allais dire, le niveau aussi d'écriture et de littérature des Étrusques, puisqu'on sait que vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont envoyé des jeunes nobles apprendre justement les lettres étrusques, c'est ce que nous dit Tite-Live, à Cerveteri. Et donc il y avait des échanges, il y avait des relations qui pouvaient être pacifique entre Étrusques et Romains. Il ne faut pas avoir l'image qu'on a de deux peuples totalement opposés, ce qui est même dit encore aujourd'hui dans les manuels de 6e ou de seconde. Mais il y a quand même une défaite étrusque à un moment donné, et une romanisation peut-être progressive. Alors, je ne dirais pas une défaite, je dirais des défaites, puisqu'il y en a eu de nombreuses. Et même le terme défaite me gêne un petit peu. Alors, certes, il y a eu des défaites, on serait un peu long de les énumérer. Il y a aussi eu des alliances, c'est-à-dire que dans certaines cités étrusques, ce sont les aristocrates qui ont laissé finalement les Romains prendre le pouvoir pour des raisons de politique interne. C'est parce que certains aristocrates, j'allais dire, n'arrivaient pas à tenir leur masse, n'arrivaient pas à tenir la population, du moins certaines couches de la population qui se révoltaient, et donc on fait appel aux Romains pour les aider. Et donc parler de défaite me gêne un peu. Et ensuite vous utilisez le terme de romanisation. Alors le terme de romanisation évidemment a été beaucoup discuté. Bon. En même temps, il dit bien ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, oui, les Étrusques sont devenus romains, mais j'insiste et je souligne, c'est quelque chose de lent et qui n'est pas aussi net qu'on l'a dit très souvent. Surtout qu'il me semble que c'est un processus à deux sens. Car les Romains empruntent plusieurs éléments aux Étrusques, on l'a évoqué tout à l'heure, et finalement, ce peuple disparaît, mais survit d'une certaine manière à travers les Romains. Oui, alors, il disparaît effectivement au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, puisque les Étrusques obtiennent la citoyenneté romaine. Donc, effectivement, ils deviennent romains de fait. En même temps, comme vous l'avez dit, des pans entiers du patrimoine, de la culture étrusque survivent. On l'a dit, il y a la religion. Il y a aussi, je dois dire, une certaine image de la femme. Alors, tout à l'heure, je mentionnais
né l'empereur Claude. Il se trouve que l'empereur Claude, en premier mariage, a épousé une Étrusque. Et j'allais dire, il a épousé avec la belle-mère, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Il a eu à supporter sa belle-mère, qui était assez fière de ses origines étrusques et qui avait du caractère. On peut y voir là une forme de survivance, si vous voulez, de la culture étrusque. Les Étrusques tombent dans l'oubli jusqu'à la Renaissance, me semble-t-il. À quoi est due cette redécouverte, cette réémergence ? Alors, je pense qu'il faudrait analyser le contexte politique de la Renaissance. C'est aussi la Renaissance des communes, des cités de Toscane. Et évidemment, ces cités de Toscane et ces princes de Toscane ont voulu remettre à l'honneur ces princes étrusques, cette monarchie étrusque, ce pouvoir absolu étrusque qui leur servait bien pour se réclamer de cette ancienneté du passé toscan. Et donc, on a une équivalence progressive entre toscan et étrusque. Si nos ancêtres, ont été si glorieux, ont fait rayonner une forme de culture dans l'Italie, l'idée qu'ils voulaient dire, c'est nous aussi, on peut le faire. Voilà. Donc, c'est un moyen de se réclamer dans être prestigieux. Et comment se sont-ils appropriés ce patrimoine ? En le pillant, tout simplement, en le prenant au sens matériel. Alors, je n'exagère pas dans la mesure où ce qui était à leur disposition, ils l'ont pris. Il y avait une qualité artistique des objets étrusques qui était indéniable, et ils l'ont exposé dans leur palais. Ils ont montré ce passé étrusque qui leur servait à des fins politiques. Et ça a été le début d'une exploitation du sous-sol de Toscan. Alors, Toscan au sens large, parce que j'ai dit, les Étrusques débordent de la Toscane. C'est le début d'une histoire du pillage des richesses étrusques qui a duré qui dure encore aujourd'hui, mais qui s'est surtout manifesté au 19e siècle. Alors, je pense à quelqu'un comme Lucien Bonaparte, qui, avec son épouse Alexandrine de Bléchamp, a mené une entreprise systématique de pillage sur ces terres du côté de Viterme, et qui, il a permis certes de découvrir des dizaines, voire des centaines de tombes étrusques, mais qui en même temps s'est approprié de façon systématique le mobilier de ces tombes, et en détruisant tout ce qui n'intéressait pas, ce qui n'avait pas à l'époque de valeur marchande, c'est-à-dire tous les vases grecs notamment qui étaient dans ces tombes ont été finalement préservés puisqu'ils ont été vendus ensuite dans tous les musées d'Europe et tous les collectionneurs privés. Qu'il y avait les moyens en Europe, mais ce pillage a aussi détruit beaucoup de tombes, ce qui est finalement un des points vraiment négatifs. Alors, des Médicis jusqu'à aujourd'hui, la perception que l'on a des Étrusques, le regard porté sur ce peuple, a-t-il évolué ? Est-ce qu'il a changé au gré des idéologies politiques dominantes ? Le regard change toujours. Chacun voit dans les Étrusques ce qui lui sert, ce qui lui parle. Donc aujourd'hui, peut-être que ce que je dis des Étrusques sera interprété dans 50, voire dans 100 ans, d'une certaine façon. On dira que je parle en fonction de l'idéologie de mon temps, ce qui est sûrement vrai. Alors, je dois dire qu'au XXe siècle, oui, l'idée, la conception qu'on a des Étrusques a vraiment changé. Alors, c'est vrai que dans les période où, une idéologie politique, je pense au marxisme, au fascisme, au nazisme, ont été marquantes. Vraiment, l'image des Étrusques a été bien particulière. Alors, je pense par exemple aux nazis qui ont vu dans les Étrusques, un peuple oriental, en fonction justement de cette thèse dont je parlais tout à l'heure, de cette thèse orientale, de l'origine des Étrusques. Ils ont dit que les Étrusques étaient des orientaux, débauchés, lascifs. Et évidemment, derrière cette idée, il y a l'idée que les Étrusques sont un peu comme les Juifs. Ce qui explique l'image souvent négative qui était donnée des Étrusques à cette époque-là. Et je pense en particulier à des manuels de raciologie allemande, publiés en pleine période du nazisme. Manuels qui ont été vendus à des milliers, voire parfois 1 million d'exemplaires, parce que c'était vendu dans les écoles. Et on trouvait des images des Étrusques, des images par exemple d'urnes, d'époux par exemple sur les urnes, avec
les hommes étrusques photographiés de profil avec un nez crochu un peu comme celui des Étrusques. Des Juifs. Vous voyez, moi aussi, je fais l'assimilation. Est-ce que des fouilles archéologiques ont encore eu lieu récemment? Et si oui, que nous apprennent-elles? Alors, en effet, il y a des fouilles. Toujours, d'abord en Italie, il y a toujours des fouilles de sites étrusques. Je pense en particulier aux fouilles de Pyrgi, de l'université italienne de la Sapienza à Rome, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Il y a eu des prospections aussi à Vulci menées par des équipes allemandes. Mais alors, on pourrait parler de la France, puisque en Corse, il y a des fouilles qui sont menées toujours actuellement à Léria. Je crois qu'en septembre, a été découverte une nouvelle tombe étrusque dans la nécropole d'Aléria. On avait déjà retrouvé depuis les années 60 beaucoup d'inscriptions et certaines tombes, mais là, il y a encore des fouilles et encore des découvertes. Et je crois que dans les fouilles menées par l'INRAP, on a retrouvé encore du mobilier de banquet dans une tombe du IVe siècle. Donc, j'allais dire, les Étrusques sont d'actualité. À la découverte des Étrusques, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions de la Découverte, Marie-Laurence Hack. Merci infiniment d'avoir été notre guide sur les traces de ce peuple antique auquel la civilisation romaine doit tant. Merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute attentive et fidèle. Votre aide nous est indispensable, vous le savez. Pour cela, rendez-vous sur notre page storiavoce.com. Encore merci et à très bientôt.